Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de pouvoir réaliser une présentation durant ce colloque, dont je remercie les organisateurs. Alors, les amateurs de musique de jeux vidéo sont de superbes objets d'étude pour qui s'intéressent à la numérimorphose. Leurs formes de pratique et de consommation musicale sont intimement articulées aux supports et aux équipements numériques, puisque la majorité des spectateurs écoutent de la musique dématérialisée. Ce sont les pistes numériques et les sites de musique en ligne qui constituent leur support d'écoute musicale privilégié. Chez ces amateurs de musique de jeux vidéo, plus que chez les consommateurs de musique en général, le relais médiatique numérique est le premier dans l'accès aux œuvres. Leur coup de foudre pour ce répertoire se déclenche durant des phases de jeu, où la musique est diffusée sur une console, dans des formats qui, pour la jeunesse de certains de ces amateurs, pouvaient parfois être du 8 bits. Vous entendez peut-être la musique de Tetris. En réalisant mon enquête sur ces amateurs, j'ai découvert qu'assez étonnamment, il existait des concerts symphoniques de musique de jeux vidéo et que ce format remportait un succès fou auprès des joueurs. Il y avait là donc un phénomène étonnant que j'ai voulu étudier, puisque partant d'une écoute musicale qui était éminemment solitaire, principalement domestique et initialement arrimée au support numérique de diffusion, la console, l'ordinateur, une tablette, leur consommation musicale pouvait déboucher sur la fréquentation de concerts live à travers le monde, à Cologne, à Wuppertal, à Montréal et à Paris, entre autres, au Japon aussi, en collectivité, donc une écoute collective et dans un format orchestral qui leur était a priori étranger. Avant de commencer à étudier les rouages donc, de ce cheminement assez inhabituel, je vous propose de vous faire voir rapidement ce qu'est un concert de jeux vidéo, car Jean, un des amateurs que j'ai rencontrés durant mon enquête, m'a bien expliqué le problème récurrent lorsque l'on parle de musique de jeux vidéo. Il me disait dans un entretien, les gens, quand tu leur dis musique de jeux vidéo, ils pensent Mario, c'est la musique la plus connue. Mais quand je dis à ma propre sœur que je vais à des concerts de jeux vidéo, je sais très bien elle imagine 3 mecs sur scène avec une Game Boy en train d'appuyer sur des touches. Voilà en fait ce qu'est un concert de musique de jeux vidéo symphonique. Là, vous allez entendre un extrait d'un poème symphonique qui a été composé sur Zelda. Etc., etc. J'ai laissé l'extrait pour que vous voyez tous les instruments, donc que tous les instruments de l'orchestre étaient représentés, les bois par deux, les cuivres, etc. Alors, pour ajouter à mon étonnement, je me suis rendu compte en réalisant mon enquête que le profil sociodémographique de ces spectateurs est complètement différent du portrait robot de l'amateur de concert classique qui a été dressé tant au Canada par l'équipe de recherche dont laquelle je fais partie, et puis par Stéphane Dorin dans les enquêtes récentes ou par l'Association française des orchestres. Dans ces enquêtes, on voit que les spectateurs de musique classique ont en moyenne 61 ans. Comme vous pouvez le voir ici, les spectateurs de ces concerts symphoniques ont à 93% moins de 35 ans. Par ailleurs, on constate généralement une féminisation des pratiques culturelles et donc de la fréquentation de ces concerts. Ici, dans un concert de musique de jeux vidéo, ils sont à 69%, ce sont à 69% des hommes qui sont présents, et puis c'est encore plus masculinisé comme pratique que tous les autres genres de musique que je peux citer en dessous. Et puis vous voyez également que, alors qu'on constate un non-renouvellement des publics de la musique classique, en général, dit de façon un peu rapide, ici, 40%, ce sont des auditeurs qui viennent pour la première fois écouter un concert symphonique. Donc, outre le fait que ce répertoire n'est pas voué originellement au format classique,
Le profil des spectateurs ne cadre pas avec celui du mélomane concertophile traditionnel, et ces spectateurs donc ne devraient pas être là. Alors pourquoi sont-ils là? Qu'y a-t-il de spécial dans ces concerts? Les travaux qui étudient la numérimorphose proposent d'étudier les changements dans les modes de faire qui résultent de la dématérialisation des contenus musicaux. Ici, il est question de comprendre la redistribution des modes de consommation musicale et d'écoute qu'implique la création de concerts live dans un monde vidéoludique. Dans cette communication, je fais donc l'hypothèse d'une livomorphose, dont il convient d'analyser les ressorts, les effets et de faire émerger les caractéristiques. Je vais donc dans un premier temps montrer les arguments sociaux et musicaux que ces acteurs mobilisent pour expliquer leur attachement à ces manifestations live. Puis dans un second temps, je vais faire apparaître la reconfiguration des pratiques d'écoute auxquelles ces expériences live mènent ces joueurs. Il s'agira d'expliquer la pérennité, voire même en ce qui concerne le jeu vidéo, le sursaut d'engouement pour la fin de concert, dans un contexte où, on l'a dit plusieurs fois depuis hier, la musicalisation du quotidien s'appuie principalement sur les outils et les supports numériques. Dans cette communication, je vais utiliser les premiers résultats de la recherche postdoctorale en cours que je réalise avec le soutien de l'équipe en recherche sur le développement des publics de la musique au Québec. Donc, outre l'enquête quantitative dont vous avez déjà pu voir quelques résultats au début de cette présentation, je vais distribuer des questionnaires avant les concerts symphoniques en France et au Canada, mais à l'issue de cette passation de questionnaires, j'assiste aussi aux concerts. Donc, j'ai pu observer 9 concerts en France et au Canada depuis le mois de janvier. À ces occasions, j'ai rencontré des amateurs qui ont accepté de me revoir pour réaliser des entretiens. Et la consigne de ces entretiens semi-directifs était « Raconte-moi ton histoire avec la musique de jeux vidéo ». Et donc, dans ces récits biographiques, on a pu évoquer leur expérience de concert. En faisant cette enquête, j'ai aussi découvert qu'à Montréal, il existait un orchestre de jeux vidéo. Et donc, j'ai intégré cette structure en tant que clarinettiste. Je suis là. Et je réalise donc une ethnographie participante pour à la fois vivre le concert live côté scène et être face au public. Je vois les réactions du public, je suis une observatrice privilégiée des réactions du public. Et puis surtout comprendre la motivation de ces musiciens à devenir les acteurs d'une production live de musique de jeux vidéo. Tout cela répond à ma volonté de comprendre comment le concert prend place dans ce que j'appelle une carrière de mélomane. Alors la question est intéressante dans un contexte où les amateurs manifestent des réticences à payer pour écouter de la musique. Certains concerts de musique de jeux vidéo peuvent être assez onéreux. Là, le prochain concert qui va avoir lieu au Grand Rex, une place catégorie 3 en mezzanine coûte 85 €. Et c'est la place la moins chère. Alors pourquoi accepte-t-il de payer si cher? Florian explique son engouement assez facilement. Il dit « On est vraiment des passionnés. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des voyages jusqu'à Cologne, jusqu'à Londres pour assister à ces concerts. C'est un budget, mais on est fan ou on ne l'est pas. » Et il rajoute à cela un argument intéressant, celui de la recherche de l'entre-soi. Il dit « Il y a toujours un côté un peu convention, ce qui est assez courant dans les jeux vidéo. On se retrouve entre fans. » Et les statistiques que j'ai produites à partir du concert Distant Worlds que j'ai observé confirment ce que nous dit Florian, puisqu'à 85%, les spectateurs étaient venus entre joueurs. La validité de l'argument de l'entre-soi tient également par les observations. Pour preuve, voici quelques photos que j'ai réalisées avant le concert Final Boss, dans lequel j'ai pu jouer il y a quelques jours. Vous allez voir que le public est indéniablement très imprégné de l'univers des jeux vidéo. Alors vous voyez une série de joueurs avec leur console attendant de pouvoir écouter le concert. Et puis, alors, c'est mon passage préféré. Des gens qui viennent au concert déguisés. Puis vous admettrez que celui qui est à droite a dû souffrir assis pendant tout le concert. Je ne sais pas comment il a fait. Voilà, et ça donne un public qui est assez bigarré finalement. Alors dans les entretiens, les enquêtés disent donc former une bande, une petite communauté. Si on s'arrête à cela, bon, les remarques ne viennent que confirmer ce que les chercheurs sur les fans constatent habituellement. On voit par exemple Emmanuel Etis, qui travaille sur le Festival de Cannes, nous dit en fréquentant ces manifestations, les fans savent qu'ils vont retrouver des spectateurs comme eux. Alors, qu'y a-t-il de plus spécifique dans un concert de jeux vidéo? Une des idées qui traversent les entretiens, c'est certes de vivre une expérience commune, mais c'est surtout de donner du vivant au virtuel. Noche, qui est un des enquêtés, m'explique que les membres du forum Musicaludique, il y a un forum dédié à la critique, à la conversation autour des musiques de jeu, donc ces membres du forum ne se sont rencontrés physiquement que grâce au concert, en se donnant rendez-vous avant une séance.
Et l'atout du concert ne se limite pas là. Donner du vivant, du réel au virtuel, passe aussi dans le fait de rencontrer les interprètes. Sur les questionnaires, les spectateurs me disent « Je suis venu au concert pour les invités d'honneur », parce que Mitsuda, alors Mitsuda est un compositeur qui était invité au concert dans lequel je passais le questionnaire, ou pour rencontrer donc les compositeurs. Et c'est sur ça que jouent les promoteurs de concerts en mettant clairement en valeur la présence des grands noms de la musique de jeu sur leurs affiches. Alors à la gauche, vous pouvez voir Nobuo Uematsu, qui est le compositeur des musiques de Final Fantasy, qui était invité au concert Distant World. Et à droite, vous voyez Arnie Ross, qui est le chef d'orchestre de tous ces grands concerts. C'est un peu une figure phare des concerts de musique de jeux vidéo. Une autre manifestation de cette importance de la présence physique des interprètes pour les spectateurs se manifeste dans le fait que pour chaque concert, des places carrées or, un tarif encore plus élevé que ce que j'ai pu vous donner tout à l'heure, sont vendues, qui donnent la possibilité d'entrer plus tôt, de rencontrer les compositeurs, de leur serrer la main, de faire signer les billets ou des goodies, et donc d'avoir une place de premier choix durant le concert. Donc, dans ce cas, les amateurs n'écoutent plus une musique qui est désincarnée, produite par une banque de sons ou diffusée par des haut-parleurs d'une console domestique. La musique est rattachée à la créativité d'un artiste. Elle reprend encore, et c'était très amusant. J'ai pas encore les vidéos, mais dans le concert qu'on a donné dimanche dernier, quand les solistes se levaient, il y avait des applaudissements, quand on avait fini l'interprétation, mais le chef d'orchestre prenait la peine toujours de pointer du doigt l'arrangeur du morceau, et là, il y avait une augmentation du volume sonore des applaudissements qui était vraiment très très impressionnante. C'est vraiment dommage, les vidéos ne sont pas encore montées, mais j'aurais aimé pouvoir vous montrer ça. Donc c'est comme si la musique prenait chair, se réincarnait, enfin, vraiment dans le sens reprendre chair lors de ces concerts. Et dans les propos d'un autre enquêté, cette personnification de la musique est aussi métaphorique, il dit « On prend de la musique de jeu, mais on en fait de la musique de concert qui tient debout toute seule. » Donc là, c'est les arrangeurs durant mon concert qui venaient saluer devant. Dans cette formule, une musique qui tient debout toute seule, on voit donc poindre les considérations plus musicales qui sont constitutives de cette livomorphose. Noche encore me dit « Oui, tu as la mélodie principale, tu as tout, mais que ce soit un groupe de rock ou un orchestre qui refasse ce concert live, ça donne un effet plus grandiose, ça sublime le truc. » Alors face aux boucles musicales des jeux qui bourrent un peu le crâne, je cite un de mes enquêtés, dans les questionnaires, les spectateurs disent venir pour redécouvrir la musique. Et le moment unique du concert s'oppose ainsi à la reproductibilité technique infinie des pistes numériques sans aucune différence. Il poursuit un peu plus loin en disant « Ma motivation, c'est l'envie d'entendre la musique sous une autre forme. Ce n'est pas figé. Comme un groupe de rock qui ferait la musique que tu entends à la radio sur la scène. » C'est un peu caricatural. Et là, il dit, au concert, ils ont joué des musiques de Final Fantasy, le concert qu'on avait écouté tous les deux. À l'origine, c'était sur Super NES. Si je te faisais écouter la musique d'origine, tu ne la reconnaîtrais peut-être pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, entendre la musique sous une autre forme? Je pense qu'un exemple sera beaucoup plus parlant. Donc, je vous propose d'écouter la version originale de Fisherman's Horizon qui a été utilisée sur la PlayStation en 99, et puis d'écouter après une version de concert de Distant World en Suède en 2017. Premier extrait, non? Et la version symphonique. Voilà, alors, arrivé à ce stade de la communication, je crois qu'on peut désormais parler des reconfigurations des pratiques d'écoute qui ont lieu dans le sillage de ces concerts. Je pense que les différences entre ces deux extraits étaient assez marquantes. Florian dit « Le concert, c'est vraiment quelque chose de plus... » il réfléchit, de plus challengeant au niveau artistique. Alors, qu'est-ce que ce challenge de l'écoute? Je propose de partir de la transcription que j'ai réalisée du petit thème qu'on vient d'écouter pour donner quelques exemples du défi qui se présente à l'oreille des spectateurs lors des concerts symphoniques.
Le challenge vient de la complexification du langage musical qui saute aux yeux lorsque l'on place ces transcriptions côte à côte. Alors, j'ai surligné en vert le petit thème qu'on a entendu, puis vous voyez qu'il va réapparaître dans la page de droite. Mais déjà, visuellement, il y a quand même beaucoup plus de matériaux à droite qu'à gauche. En rouge, ici, vous voyez qu'il y a une augmentation, une profusion de timbres enfin, entre la version de gauche et la version de droite, il y a une grande différence de timbres, puisqu'on avait juste des sons numériques à gauche, puis là on se retrouve avec un orchestre symphonique, avec un chœur en plus, donc des voix, des bois, des percussions, un piano ou un clavier, ça dépend des fois, et des cordes. La complexité vient aussi d'une complexification harmonique, alors c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais à gauche c'est une progression par accord qui est assez simple, puis à droite il y a une petite gamme chromatique qui va descendre aux voix, qui se superpose à une pédale qui est introduite depuis un petit moment, enfin bon, bref, ça change la couleur de ce qui est entendu, peut-être vous l'avez remarqué lors de l'écoute. La complexification, cette réécriture du thème, puis son développement est aussi intéressant parce que ça attire l'attention sur le challenge du temps qui est étiré pour les auditeurs. En jaune, vous voyez donc cette petite pédale dont je parlais tout à l'heure, qui n'existe pas à gauche, qui est rajoutée à droite. Si on parle plus quantitativement, à la gauche, vous avez 5 mesures, le thème dure 5 mesures, à droite, le thème dure 9 mesures. À gauche, vous avez entendu 15 secondes de musique. À droite, vous entendez 30 secondes de musique. Et pourtant, c'est le même thème. Donc, à l'échelle de cet extrait, ça fait 2 fois plus long. À l'échelle d'un morceau, ça peut prendre des proportions énormes. C'est ce que souligne Florian. Il dit en juillet dernier, Thomas Bucker a fait un concert à Londres. Donc, Thomas Bucker, c'est un producteur de spectacles très connu. Il y avait un poème symphonique sur Zelda qui durait près de 3/4 d'heure, sans pause, en un seul mouvement. Alors que donc, Anne-Marie Green ou Fabien Grandjean, Clément Combe constatent le papillonnage, le zapping de l'écoute qui naît de l'apparition des nouveaux formats de diffusion musicale, le concert de jeux vidéo invite à se plonger dans la musique d'un bout à l'autre, à entrer dans la complexité du matériau musical. En tout cas, c'est ce que dit Florian. Il dit qu'il y a des choses assez complexes. Il n'hésite pas à torturer les thèmes. Il y a des morceaux qui, parfois, à force d'arrangement, sont pratiquement pas reconnaissables. On reconnaît juste une petite ligne mélodique planquée derrière plein d'ornements qui reprennent la musique d'origine. Et dans notre exemple, c'est le cas d'une moindre mesure. Vous voyez que le thème est bien cité à gauche, c'est le petit entouré violet. Il est bien cité à droite, c'est la première fois qu'on l'entend. Mais il y a comme un petit jeu de citer pour faire une transition, ce petit arpège qui est assez caractéristique du début de ce thème. Donc l'écoute fragmentée ou fractionnée des œuvres n'est pas possible et une écoute très active se met en place chez les amateurs. L'un d'entre eux souligne le jeu qui se met nécessairement en place lorsque les spectateurs sont plongés dans l'écoute de ces arrangements de longue durée. Il dit des fois au travers d'une piste ils vont mettre la mélodie d'une autre, ils jouent avec des passages du jeu, c'est vraiment magique, ils improvisent et toi tu t'amuses à retrouver. Ah oui, c'est cette partie-là. Donc cette écoute active trouve parfois des manifestations tangibles pendant le concert où les spectateurs n'applaudissent que lorsqu'ils commencent à reconnaître la musique du jeu qui leur parle. Alors, en guise de conclusion, c'est sûr qu'il faudrait élargir ces remarques aux concerts pop, aux concerts en 8-bit, aux concerts en techno, aux concerts rock qui ont lieu et qui utilisent aussi ce répertoire musical-là. Mais à partir de ce petit cas, on répond quand même à quelques questions qui étaient posées par Philippe Le Guen hier en introduction de ce colloque et puis qui se posent généralement aux gens qui font de la recherche sur la consommation musicale, c'est-à-dire est-ce que le numérique crée-t-il une rupture ou s'inscrit-il dans une continuité? Là, on voit bien que c'est une boucle. Les amateurs, en amont du concert, découvrent la musique, se l'apprivoisent à partir du numérique. Ils vont, durant le moment du concert, mettre à l'épreuve leur connaissance de ce répertoire face aux arrangements musicaux. Ils testent leur connaissance musicale, sont-ils capables de reconnaître? Mais après le concert, il y a un retour au numérique avec l'achat des CD, des MP3, avec une phase de critique musicale sur les forums qui est très développée. Donc voilà, c'est la boucle de l'amateur qui part du numérique au live au numérique. Alors avec le numérique, observe-t-on des changements d'écoute, des pratiques d'écoute complètement inédites? Je dirais oui et non. Non, parce qu'à l'échelle de l'histoire de la musique, c'est pas si nouveau ces façons d'écouter. Ça m'a rappelé un peu les auditeurs dont parle Kaltenecker qui préparaient leur concert sur partition avant d'aller au concert pour confronter leur propre représentation de ce qu'était l'œuvre à ce que proposaient les interprètes. Là, c'est vraiment la même chose. Qu'est-ce que la musique de jeux vidéo? Comment je l'entends et que vont en faire les interprètes?
Mais à l'échelle de l'auditeur, c'est vraiment une nouvelle façon d'écouter, une écoute qui est confrontée au collectif. Il faut aussi trouver les arguments pour valider ses choix auprès de ses collègues, ou même de la sœur qui va dire la musique de jeux vidéo, c'est des gens qui jouent sur une Game Boy sur scène. C'est aussi une écoute focalisée qui s'inscrit en contradiction avec l'écoute dispersée ou plus distraite du jeu. C'est aussi une écoute qui n'est plus asservie au temps de l'auditeur, une musique qui n'est plus asservie au temps de l'auditeur, mais l'auditeur se synchronise sur le temps de la musique. Alors pendant le concert, et même pour arriver à suivre les tournées et attendre les arrangements, il y a un temps d'attente aussi avant d'aller pouvoir écouter la nouvelle orchestration qui a été produite au Japon. Il faudra attendre 2 ans avant de pouvoir l'entendre en live. Lorsque j'ai entendu ces témoignages et que j'ai vu la réaction de ces mélomènes, je me suis fait 2 remarques qui permettent de répondre aussi à cette question. L'expérience musicale est-elle complètement différente à cause du numérique? Je trouve qu'on voit une résurgence de certains usages forts du concert qui consistent à socialiser, à manifester ses opinions. J'ai l'impression qu'il y a une dimension symbolique, presque du militantisme esthétique qui se met en place. Florian me disait, c'est vrai qu'on reste sur des critères de jugement et d'appréciation qui datent d'il y a 15 ans, et c'est quelque chose qui, à titre personnel, me déprime un peu. Les jeux vidéo me permettent de passer au-delà de ça. Donc j'ai l'impression aussi que c'est la volonté de faire la démonstration que cette musique, en allant au concert live, la volonté de faire la démonstration que cette musique est plus que le produit de l'industrie de masse. Mais ça sera confirmé par la suite des entretiens. Et puis, la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que cette nouvelle place qui est assignée au concert, c'est une nouvelle place qui est assignée au concert, pardon. Dans la carrière de l'amateur, le concert devient une étape incontournable pour construire une vraie carrière d'amateur de jeux vidéo. Il y a donc une réorganisation des pratiques autour de ces concerts, un engagement financier, des voyages à l'étranger, l'acquisition de compétences de critique musicale. Pour la suite de cette enquête, il sera donc à étudier l'implication encore plus grande de ces acteurs dans le live, c'est-à-dire ceux qui sont partie prenante des concerts de jeux vidéo, et donc tous mes collègues au sein de l'Orchestre des jeux vidéo de Montréal. Voilà, je vous remercie.